Bonsoir, braves gens, bonsoir à toutes et tous, et bienvenue dans Horrifiques histoires. Braves gens, bonsoir et bienvenue à cette édition très particulière d'Horrifiques Histoires, puisque ce soir, comme l'année dernière finalement, nous lisons, je lis, je vous lis du Chair de Poule, accompagné de Alice Thomas, appelée aussi Space Tom Alice sur les réseaux sociaux, qui est vulgarisatrice de l'espace et aquarelliste. Ça va être, peut-être comique, peut-être flippant pour de vrai. Nous allons découvrir ce que des protagonistes d'à peu près une dizaine d'années peuvent faire face à des horreurs qui les dépassent. Braves gens, je vais donc vous lire La malédiction de la momie, une nouvelle de R.L. Stein, traduite de l'anglais par Jean-Baptiste Médina. Braves gens, comme d'habitude, bonne écoute. Chapitre 1. Je regardais la grande pyramide et j'avais soif. C'était peut-être à cause de tout ce sable. Il paraissait s'étendre à l'infini, jaune et brûlant sous un ciel d'un bleu métallique. Je donnai un petit coup de coude à maman. Maman, j'ai soif! Pas maintenant, me dit-elle. La main en visière pour protéger ses yeux de l'éclat du soleil, elle contemplait le majestueux monument. Pas maintenant, mais c'était maintenant que j'avais soif. Quelqu'un me bouscula par derrière et s'excusa dans une langue étrangère. Je ne m'étais jamais imaginé que, quand je verrais la grande pyramide, il y aurait tant de touristes. Ma parole. La moitié de la population mondiale avait décidé de passer les vacances de Noël en Égypte cette année-là. Je ne voulais pas avoir l'air de geindre, mais ma gorge était de plus en plus sèche. J'insistais. Maman, je t'assure que je crève de soif! « Y a rien à boire dans les parages, » répondit-elle sans quitter la pyramide des yeux. « Cesse de jouer les bébés, s'il te plaît, Gabriel. Tu as 12 ans, ne l'oublie pas. » On peut avoir 12 ans et être complètement déshydraté, marmonnai-je. C'est tout ce sable qui se balade dans l'air. J'ai du mal à respirer. Concentre-toi sur la pyramide, me conseilla maman, irritée. C'est pour ça qu'on est venu ici, pas pour se désaltérer. Mais j'étouffe! M'écriai-je, en m'étreignant la gorge. Bon, d'accord.
je n'étouffais pas. J'exagérais un peu pour attirer son attention. En vain. Elle se contenta de rabaisser le bord de son chapeau de paille et continua de contempler béatement la pyramide qui miroitait sous le soleil. Je résolus alors de tenter ma chance du côté de mon père. Selon son habitude, il parcourait fiévreusement la pile de guides touristiques qui l'emportent partout. Je crois qu'il n'avait pas encore jeté un coup d'œil autour de lui. Il rate la plupart des choses parce qu'il a toujours le nez plongé dans un livre. « Papa, je meurs de soif !» chuchotai-je avec effort, comme si ma gorge avait du mal à laisser passer le message. « Mazette, tu sais combien cette pyramide mesure en hauteur ?» me demanda-t-il. Il examinait une photo dans un de ses bouquins. « J'ai soif, papa !» 137 mètres, Gabriel. Et tu sais de quoi elle est faite ? Il est toujours en train de me mettre à l'épreuve. Chaque fois que nous voyageons, il me pose 1 million de questions comme celle-là. Je ne connais jamais les réponses. Un genre de pierre ? Hasardai-je. Exact, fit-il avec un sourire épanoui. Il reprit sa lecture et poursuivit. Elle se compose de blocs de calcaire. Ils disent là-dedans que certains blocs pèsent jusqu'à 1000 tonnes. Waouh ! Presque autant que toi. Papa leva les yeux au ciel et fronça les sourcils. Tu n'es pas drôle, Gabriel. Je plaisantais. Papa a pris quelques kilos ces derniers temps et il n'aime pas beaucoup qu'on lui en fasse la remarque. C'est pourquoi je le taquine là-dessus chaque fois que je peux. Sais-tu comment les Égyptiens de l'Antiquité déplaçaient des pierres de 1000 tonnes ? Reprit-il. Le jeu des devinettes n'était pas terminé. Avec des camions ? Suggérai-je. Il éclata de rire. Des camions ? Pourquoi pas des hélicoptères ? Je me tournai vers le gigantesque édifice. Il était très impressionnant, beaucoup plus grand que sur les photos. Je n'arrivais pas à concevoir comment on avait pu traîner ces énormes blocs de pierre dans le sable, les soulever, les juxtaposer. Je n'en sais rien, avouai-je. Mais j'ai vraiment soif. Personne ne le sait, déclara papa, triomphant. C'était donc une question piège. Papa, à boire, par pitié. Pas maintenant, écoute plutôt. Ça fait tout drôle de penser que nos ancêtres, les tiens et les miens, Gabriel, se sont peut-être promenés autour de ces pyramides, ou qu'ils ont même pris part à leur construction. Ça me donne le frisson. Pas toi ? Oui, je suppose. Il avait raison. C'était plutôt excitant. Vous comprenez, nous sommes d'origine égyptienne. Mes grands-parents paternels et maternels ont quitté l'Égypte pour immigrer en France vers 1930. Mon père et ma mère sont nés tous les deux à Marseille. C'est pourquoi la découverte de ce pays piquait notre curiosité à tous. Je me demande si ton oncle Ben est à l'intérieur de cette pyramide en ce moment, murmura papa. Mon oncle, Ben Assad, le célèbre archéologue. Je l'avais presque oublié.
Oncle Ben était une des raisons pour lesquelles nous avions décidé de passer ces vacances en Égypte. Ça et le fait que mon père et ma mère avaient des affaires à traiter au Caire, à Alexandrie et dans d'autres villes. Mes parents ont monté leur propre entreprise. Ils vendent du matériel de réfrigération. Ce n'est pas très passionnant, je vous l'accorde. Mais ça les oblige parfois à se rendre à l'étranger et, comme je les accompagne, je trouve ça plutôt chouette. Oncle Ben et ses ouvriers fouillaient probablement dans le secteur de la Grande Pyramide, espérant déterrer des vieilles momies, entre autres curiosités. Fasciné par le pays de nos ancêtres, mon oncle vivait en Égypte depuis plusieurs années. C'était un égyptologue réputé, une autorité en la matière. J'avais même vu sa photo dans Géo. « Quand va-t-on rencontrer Oncle Ben ?» demandai-je. « Pas aujourd'hui, » dit papa. « Il doit venir nous voir au Caire dans une semaine. »« Mais tu dis qu'il est peut-être dans la pyramide. Si on allait vérifier ?» suggérai-je avec impatience. « On n'a pas le droit d'y pénétrer. »« Regardez !» intervint tout à coup maman en me tapant sur l'épaule. « Des chameaux !» On voyait en effet approcher une horde de touristes juchés sur des chameaux. Ballottés dans tous les sens, ils avaient l'air très mal à l'aise. En arrivant, les chameaux s'affalèrent dans le sable, et l'un d'eux fut pris d'une quinte de toux. Sans doute avait-il la gorge sèche, comme moi. Les touristes se laissèrent glisser au sol avec un soulagement évident. « Tu as vu tous ces chameaux ?» me répéta maman, ravie. « Je suis pas aveugle !» rétorquai-je. Je commençais à être de mauvaise humeur à force d'avoir soif. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils avaient de si extraordinaire, ces chameaux ? Ils étaient à moitié pelés et dégageaient l'odeur de mes chaussettes de gym après une partie de basket. Maman me dévisagea. « Quel est ton problème ?»« Je te l'ai dit 100 fois !» articulai-je en m'efforçant de me maîtriser. « J'ai soif !»« Oh, Gabriel, je t'en prie !» Elle me lança un regard excédé, puis haussa les épaules et se détourna. Papa avait rangé ses guides touristiques dans son sac de reporter. À présent, il promenait une paire de jumelles sur le décor. « Papa !» demandai-je. « Tu crois qu'Oncle Ben nous fera entrer dans cette pyramide ? Ce serait super !» Non, Gabriel, je ne le crois pas. Il faut une autorisation spéciale. Nous n'allons pas l'embêter avec ça. Je ne pus cacher ma déception. J'avais rêvé de m'aventurer dans les souterrains de l'édifice en compagnie de mon oncle, de découvrir des momies et des trésors, de me battre contre des Égyptiens de l'Antiquité qui seraient revenus à la vie pour défendre leur tombe sacrée et de leur échapper au terme d'une poursuite effrénée, tout comme Indiana Jones. Tu devras te contenter de l'admirer de l'extérieur, reprit papa en pointant ses jumelles vers le ciel. Je l'ai déjà suffisamment admiré, dis-je d'un ton lugubre. Est-ce qu'on pourrait enfin aller boire quelque chose, maintenant ?
J'étais loin de me douter que, quelques jours plus tard, papa et maman seraient partis et que je me perdrais pour de bon dans les profondeurs de cette grande pyramide qui attirait tous les regards, que je resterais piégé à l'intérieur, emprisonné à l'intérieur, probablement à jamais. Chapitre 2. Papa nous ramena au Caire dans la petite voiture de location qu'il avait dénichée à l'aéroport. Le trajet n'était pas long, mais il me parut durer une éternité. La voiture ressemblait à une caisse à savon, en moins confortable. Ma tête heurtait le plafond à chaque ornière du chemin. J'avais emporté mon Game Boy, mais maman voulait que je regarde le Nil, dont nous suivions la berge. Il était très large et très sombre. Tu es sans doute le seul de ta classe à pouvoir contempler le Nil en ce moment, me rappela-t-elle. Le vent tiède jouait dans ses cheveux. Après avoir obéi un moment, je n'y tins plus. Bon, je peux jouer avec mon Game Boy maintenant ? Tout bien considéré, un fleuve est un fleuve. Environ 1 heure plus tard, nous étions de retour dans les rues étroites et grouillantes du Caire. Papa s'étant trompé de direction, il fallut traverser une espèce de marché en plein air et un troupeau de chèvres nous coinça dans une ruelle pendant une bonne 20aine de minutes. Ce n'est qu'en arrivant à l'hôtel que je pus enfin boire quelque chose. À ce moment-là, j'avais l'impression que ma langue allait se mettre à pendre hors de ma bouche comme celle d'Elvis. Je veux parler de notre épagnole que nous avons laissée à la maison. Nous avions une suite à l'hôtel, 2 chambres à coucher et un genre de salon. En regardant par la fenêtre, on voyait un immense building à façade de verre de l'autre côté de la rue, comme dans n'importe quelle autre grande ville. Une télé trônait dans le salon, mais tous les programmes étaient en arabe. De toute façon, il n'offrait pas beaucoup d'intérêt. Des nouvelles
la plupart du temps. Nous étions en train de choisir l'endroit où nous irions dîner quand le téléphone sonna. Papa alla prendre la communication dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il appela maman et je les entendis échanger des propos à voix basse. Ils sortirent de la chambre, l'air préoccupé. Ma première supposition fut que ma grand-mère avait appelé pour dire qu'il était arrivé quelque chose à Elvis. « Que se passe-t-il » demandai-je. « Qui a téléphoné ?»« Ton papa et moi, nous sommes obligés de nous rendre à Alexandrie tout de suite. » m'annonça maman en s'asseyant à mes côtés sur le canapé du salon. « Hein ? Alexandrie ? Je croyais que le voyage était prévu pour la fin de la semaine prochaine. » « Les affaires, » expliqua papa. « Un client important insiste pour nous rencontrer demain matin. »« Nous avons un avion dans 1 heure, » reprit maman. « Mais je tiens pas à y aller » m'écriai-je en bondissant sur mes pieds. « Je veux rester au Caire et voir oncle Ben. Je veux visiter les pyramides avec lui. Vous me l'aviez promis !» Il s'ensuivit une discussion animée. Ils essayèrent de me convaincre qu'on pouvait faire des tas de choses intéressantes à Alexandrie. Mais je ne voulais rien savoir. Finalement, maman eut une idée. Elle disparut dans la chambre et je l'entendis passer un appel téléphonique. Quand elle ressortit, elle avait le sourire aux lèvres. « Je viens de parler à oncle Ben, » déclara-t-elle. J'en eus le souffle coupé. Waouh ! Ils ont le téléphone dans sa pyramide ? Mais non, j'ai réussi à le joindre dans le petit appartement qu'il habite à Gizeh. Il dit qu'il peut s'occuper de toi si tu veux, pendant que papa et moi, nous serons à Alexandrie. Quoi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. En tout cas, ça promettait d'être intéressant. Oncle Ben est le type le plus décontracté que je connaisse. Parfois, j'ai même du mal à croire que c'est le frère de maman. « À toi de choisir, Gabriel, » poursuivit-elle. « Ou tu nous accompagnes, ou tu restes avec oncle Ben, jusqu'à notre retour. » Je n'eus pas besoin d'hésiter plus d'un 10e de seconde pour affirmer « Je reste avec oncle Ben !» Il y a juste un petit détail qui pourrait t'amener à réfléchir, dit maman, qui semblait soudain amusée. « Tant pis pour le détail, je choisis oncle Ben. » Sari est ici. Elle est venue passer les vacances de Noël en Égypte, elle aussi. Burk ! Je m'affalai en gémissant sur le canapé et me mis à le marteler de coups de poing. Sari est la fille d'oncle Ben, mon unique cousine, une petite mijaurée qui a le même âge que moi. Oncle Ben l'a mise en pension en France pendant qu'il travaille en Égypte. D'accord, elle est vraiment jolie et drôlement astucieuse. Le problème, c'est qu'elle le sait. La dernière fois que je l'ai vue, c'était aux vacances de Pâques, je crois. Elle ne cessait de me battre aux jeux vidéo et elle en tirait une satisfaction écœurante.
Sari adore la compétition. Mais il faut toujours qu'elle soit la première et la meilleure en tout. Arrête de massacrer ce canapé, me gronda maman. Elle me prit par le bras et me remit debout. « Est-ce que ça veut dire que tu as changé d'avis ?» demanda papa. « Tu viens avec nous ?» Je m'accordai un instant de réflexion. Non, je reste avec oncle Ben. Et tu ne te disputeras pas avec Sari ? reprit-il. C'est elle qui me provoque tout le temps. Papa haussa les épaules et se tourna vers maman. C'est bon, dépêchons-nous de boucler nos valises. Tandis qu'ils s'affairaient dans leur chambre, j'allumais la télé et regardais un genre de roue de la fortune en arabe. Les participants éclataient de rire à tout bout de champ sans que je puisse comprendre pourquoi. Dépité, je l'éteignis. Un moment plus tard, maman et papa réapparurent, traînant leurs valises. « Je te parie qu'on va rater l'avion », marmonna papa. Maman s'approcha de moi et me caressa les cheveux. « Ton oncle Ben sera là dans 1 heure environ, Gabriel. Ça ne t'ennuie pas de rester seul une petite heure, n'est-ce pas ? » J'admets que ça n'était pas une réponse. Mais sa question m'avait surpris. Je comprenais tout à coup que mes propres parents allaient m'abandonner dans un grand hôtel étranger, au milieu d'une vie peuplée de gens dont je ne connaissais même pas la langue. Comment pouvaient-ils me faire une chose pareille ? Pas de problème, affirmai-je. Tout ira bien, je regarderai la télé. Ben est déjà en route avec Sari, poursuivit maman d'un ton rassurant. Et j'ai téléphoné à la réception, ils disent qu'ils enverront quelqu'un s'occuper de toi de temps à autre. Où est le garçon d'étage ? intervint papa qui arpentait nerveusement le salon. Je l'ai sonné il y a 10 minutes au moins. Maman m'embrassa sur le front et me pinça la joue. Pour une raison obscure, elle croit que j'aime ça. Tu ne bouges pas, Gabriel, d'accord ? Tu attends sagement ton oncle sans mettre le nez dehors. Je veux surtout pas que tu quittes cette chambre. Je ne bougerai pas, promis-je. Je resterai collé sur ce canapé. Je n'irai même pas aux toilettes. Maman secoua la tête. Tu ne peux donc pas être sérieux 1 minute, Gabriel ? On entendit frapper à la porte. Le garçon d'étage, un vieil homme courbé en deux qui paraissait à peine capable de soulever un oreiller de plume, se présentait pour prendre les valises. Maman et papa, l'air quelque peu soucieux, me serrèrent dans leurs bras et me répétèrent une fois de plus que je ne devais pas m'éloigner de la chambre. Puis, la porte se referma sur eux et tout devint soudain très silencieux.
Je rallumai la télé pour entendre un peu de bruit. La roue de la fortune avait cédé la place à un homme en complet blanc qui déversait un flot de nouvelles en arabe. « Je n'ai pas peur, » dis-je à voix haute. Mais j'avais la gorge un peu nouée. J'allais regarder par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher. L'ombre du gratte-ciel d'en face envahissait la rue et se projetait sur l'hôtel. J'avalais la dernière goutte de mon Coca-Cola. Il n'avait plus de goût. Mon estomac gargouilla. Je me rendis compte que j'avais faim. La pendule marquait 7h30. J'aurais bien voulu voir arriver oncle Ben et Sari. Je n'avais pas peur, j'étais seulement un peu nerveux. Je me mis à faire les 100 pas dans le salon, assailli par d'horribles pensées. Et s'ils se trompaient d'hôtel et ne me trouvaient pas? S'ils avaient un terrible accident de voiture et mouraient tous les deux? Je risquais de me retrouver seul au Caire pendant des jours et des jours. On peut trouver ça idiot, je sais. Mais c'est le genre de choses qui vous passe par la tête quand vous êtes seul dans un lieu étranger, à attendre que quelqu'un vienne vous chercher. Je m'aperçus que j'avais sorti mon talisman de la poche de mon jean et que je le tripotais inconsciemment. C'était une main de momie, petite comme celle d'un enfant et enveloppée de fines bandelettes de gaze brune. Je l'avais achetée dans une brocante quelques années plus tôt et je la gardais toujours sur moi en guise de porte-bonheur. Le garçon qui me l'avait vendu prétendait que c'était un talisman utilisé autrefois pour invoquer les mauvais esprits ou quelque chose de ce genre. Ça ne m'inquiétait pas. Pour 20 francs, je pensais que l'affaire valait vraiment le coup. Et quel objet extraordinaire à trouver dans une brocante! Je parcourus le salon en jonglant avec. La télé m'ennuyait. Je l'éteignis. Et ce fut de nouveau le silence. Où donc étaient oncle Ben et Sari? Ils auraient dû arriver depuis longtemps. Je commençais à penser que j'avais fait le mauvais choix et à regretter de ne pas avoir accompagné papa et maman à Alexandrie. C'est alors que j'entendis un léger bruit de pas dans le couloir de l'hôtel. Enfin! Je m'arrêtai pour écouter de toutes mes oreilles, le regard fixé sur la porte.
Il faisait plutôt sombre dans la pièce. Mais je vis la poignée tourner. Curieux, me dis-je. Oncle Ben aurait d'abord frappé. La porte s'entrebâilla, avec un craquement. « Hé !» criai-je, mais le mot s'étrangla dans ma gorge. La porte continua de s'ouvrir lentement, et je restai figé sur place, incapable d'émettre un son. Sur le seuil se dressait une grande silhouette ténébreuse. J'étouffai un cri. La silhouette s'avança dans la pièce d'une démarche maladroite et pesante, et je pus la distinguer un peu mieux. C'était une momie qui dardait sur moi, ses yeux noirs du fond de 2 cavités découpées dans ses vieilles bandelettes poussiéreuses. Elle tituba dans ma direction, les bras tendus comme pour m'attraper. J'ouvris la bouche pour hurler. Mais rien n'en sortit. Chapitre 3. Je reculai d'un pas, puis d'un autre. Sans m'en apercevoir, j'avais brandi ma petite main de momie comme pour maintenir l'intrus à distance. Tandis que l'effrayante apparition continuait de s'approcher de moi, mon regard plongea dans le sombre éclat de ses yeux. Et je l'ai reconnu aussitôt. « Oncle Ben !» hurlai-je. Furieux, je lui jetai la main de momie au visage. Elle heurta ses bandelettes et rebondit sur le sol. Mon oncle s'affala en arrière contre le mur, en partant d'un grand rire sonore. Et je vis la tête de Sari apparaître dans l'encadrement de la porte. Elle riait aussi. Tous deux avaient l'air de trouver la situation désopilante. Mais mon cœur battait si fort qu'il menaçait d'éclater. « Ce n'était pas drôle !» m'écriai-je en serrant les poings de colère. Je respirais profondément à plusieurs reprises pour tenter de me calmer. « Je t'avais dit qu'il aurait la trouille, papa !» commenta Sari en pénétrant dans la pièce avec un sourire moqueur. Oncle Ben riait si fort que les larmes lui vinrent aux yeux. C'était un colosse aux larges épaules et son rire ébranlait les murs. « Je ne t'ai quand même pas fait peur à ce point, Gabriel ?» me demanda-t-il entre 2 hoquets. « Bien sûr que non. Je savais que c'était toi. Je t'ai reconnu tout de suite. En tout cas, tu paraissais drôlement secoué. » insista Sari. « Je ne voulais pas gâcher votre plaisir. » rétorquai-je.
Mon cœur bondissait encore dans ma poitrine. « Si tu avais pu voir ta tête !» s'écria oncle Ben. Il se tapa sur la cuisse et le rire le secoua de nouveau. « J'ai essayé de l'en empêcher, » me dit Sari en se laissant tomber sur le canapé. « Je suis étonné que les gens de l'hôtel lui aient permis de monter sous ce déguisement. » Oncle Ben se baissa pour ramasser la main de Momie qui avait roulé à terre. « Tu sais que j'aime bien te taquiner, Gabriel. » « Ah, oui, je sais, » marmonnai-je. Je m'en voulais secrètement de m'être laissé prendre à ce jeu stupide. Oncle Ben réussissait toujours à m'avoir. Toujours. Et maintenant, j'avais droit au ricanement de Sari qui jubilait sur son canapé, sachant probablement que je venais de frôler la crise cardiaque. Oncle Ben commença à dénouer le pansement qui lui enveloppait le visage. Ce faisant, il me rendit la main de Momie. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans une brocante. » Je m'apprêtais à lui demander si la main était toute antique. Mais il me serrait déjà contre lui. Ses bandelettes sentaient le moisi. « Je suis content de te revoir, Gabriel, » murmura-t-il. « Tu as grandi. » « Il est presque aussi grand que moi, » renchérit Sari. Mon oncle se tourna vers elle. « Lève-toi et viens m'aider à me débarrasser de ces machins, s'il te plaît. »« Pourquoi, papa ? Je trouve que ça te va très bien. »« Dépêche-toi » répéta-t-il. « J'étouffe là-dedans. » Sari se leva en poussant un soupir et entreprit de dérouler les bandelettes. Oncle Ben avait pris appui sur mon épaule, tandis qu'elle tournait autour de lui. « Si je t'ai fait cette petite farce, c'est parce que je suis tout excité en ce moment, » me confia-t-il. « À cause de ce que nous avons trouvé dans la pyramide. »« Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je avec curiosité. « Papa a découvert une nouvelle chambre funéraire, » intervint Sari, sans lui laisser le temps de s'expliquer. Il est en train d'explorer un secteur de la pyramide dans lequel personne n'a pénétré depuis des milliers d'années. Vraiment ? C'est fabuleux !» Attends d'être sur place et tu verras, gloussa oncle Ben. Sur place ? Tu vas m'y emmener ? J'avais ouvert des yeux ronds comme des soucoupes. Je n'arrivais pas à croire ma chance. J'allais m'aventurer dans la grande pyramide, en visiter une partie qu'aucun être humain n'avait profanée. Je n'ai pas le choix, maugréa oncle Ben, puisque je dois m'occuper de vous deux. Il y a des momies ? demandai-je. On verra de vraies momies, oncle Ben ? Un trésor, des reliques égyptiennes, des peintures murales ? Nous en parlerons pendant le dîner, répondit-il en ôtant une dernière bandelette. Sous les kilomètres de gaz, il portait une chemise de sport à carreaux et un informe pantalon de toile kaki. « Tu fais la course avec moi jusqu'à la réception ?» me lança Sari. Et elle bondit hors de la pièce en me bousculant sans ménagement, histoire de prendre une bonne avance. La salle de restaurant de l'hôtel était décorée de lotus peints sur les murs. Et il y avait çà et là des palmiers miniatures plantés dans des pots. Sari et moi étions assis en face de mon oncle. Le maître d'hôtel nous tendit une longue carte écrite en arabe, en anglais et en français. « Écoute ça, Gabriel, » me dit Sari.
Elle se mit à lire à voix haute tous les mots arabes. Quelle prétentieuse. Un serveur en veste blanche nous apporta une espèce de pain plat dans une corbeille d'osier. Je commandai du poulet et des frites, et Sari m'imita. Plus tard, tandis que nous dînions, oncle Ben nous expliqua plus en détail ce qu'il avait découvert dans la pyramide. Comme vous devez le savoir, commença-t-il en rompant un morceau de pain. La pyramide a été bâtie vers 2500 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Khéops. C'était la plus grande construction de l'époque. À votre avis, quelle peut être sa hauteur ? Sari secoua la tête. Je n'en ai pas la moindre idée, bafouilla-t-elle, la bouche pleine. Moi je sais, dis-je en souriant. 137 mètres. En plein dans le 1000 s'exclama oncle Ben, visiblement impressionné. Sari me lança un regard surpris. Autant pour toi, ma vieille, pensai-je. Et merci au guide de mon père. La pyramide était une tombe royale, poursuivit oncle Ben. Les pharaons faisaient bâtir de leur vivant le tombeau dans lequel ils reposeraient plus tard avec leurs proches. Khéops voulait que le sien soit réellement énorme, afin de bien cacher sa chambre funéraire à l'intérieur. Les souverains égyptiens redoutaient les pilleurs de tombes. Ils n'ignoraient pas que des voleurs chercheraient à récupérer les bijoux et autres trésors qu'on enterrait à leur côté. C'est pourquoi ils aménageaient dans leurs tombeaux des dizaines de galeries, traversant diverses chambres. Ce labyrinthe avait pour but de semer la confusion dans l'esprit des voleurs et de les empêcher de trouver la véritable chambre funéraire. Gabriel, passe-moi la moutarde, s'il te plaît. Interrompit Sari, qui semblait n'écouter qu'à moitié. Je m'exécutais, bouche bée, sans quitter oncle Ben des yeux. Sari a déjà entendu tout ça, reprit-il avec un petit sourire. Quoi qu'il en soit, nous autres archéologues pensions avoir fouillé toutes les galeries de cette pyramide. Mais il y a quelques jours, mes ouvriers sont tombés sur un tunnel qui ne figure sur aucun de nos plans. Un tunnel que personne n'a encore exploré. Et nous croyons qu'il pourrait nous mener à la chambre funéraire du pharaon Khéops lui-même. Extraordinaire, m'écriai-je. Et nous serons là, Sari et moi, quand tu vas découvrir cette chambre ? Oncle Ben se mit à rire. Ça m'étonnerait, Gabriel. Il nous faudra peut-être des années de fouilles minutieuses pour y accéder. Mais je vous emmènerai voir ce tunnel demain. Comme ça, vous pourrez dire à vos amis que vous avez pénétré à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Je l'ai déjà fait, se vanta Sari. Elle se tourna vers moi et ajouta : c'est tout noir, tu risques d'avoir peur. Jamais de la vie, rétorquai-je. Oncle Ben et Sari passèrent la nuit avec moi à l'hôtel dans la suite de mes parents. Je mis des heures à m'endormir à cause de mon excitation. Je me voyais découvrir des momies et des coffres
remplie d'objets merveilleux. The atomic bomb. 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 7. 6. 5. Oncle Ben nous réveilla très tôt le lendemain matin et nous nous rendîmes en voiture à Gizeh, près du site des pyramides. L'air était déjà brûlant. Le soleil semblait suspendu au-dessus du désert, comme un ballon orange. « La voilà !» annonça Sari en montrant quelque chose du doigt. Et j'aperçus la grande pyramide qui pointait son sommet vers le ciel, émergeant du sable jaune. Oncle Ben tendit un laissez-passer par la vitre ouverte à un garde en uniforme et alla se garer à l'ombre du gigantesque monument, à côté de plusieurs autres véhicules. En sortant de la voiture, j'avais le cœur battant. Mon regard parcourut les énormes blocs de pierre de la pyramide, usés par le temps. « Elle est âgée de plus de 4000 ans, pensais-je. Je vais pénétrer dans quelque chose qui a été construit il y a des siècles et des siècles. » Ton lacet est dénoué, me dit Sari en pointant le doigt sur mes tennis. On pouvait compter sur elle pour vous ramener sur terre. Je mis un genou dans le sable et attachai mon lacet. Je ne sais pas pourquoi, le gauche se défait toujours. Les ouvriers sont déjà à l'intérieur, annonça Oncle Ben. Tâchez de rester ensemble, d'accord ? Et ne vous éloignez pas de moi. Les galeries forment un véritable labyrinthe. On s'y perd très facilement. Pas de problème, répondis-je. Mais ma voix était un peu tendue par la nervosité. Ne t'inquiète pas, papa, intervint Sari. Je surveillerai Gabrielle. Quelle prétentieuse. Elle avait à peine 2 mois de plus que moi et elle se croyait obligée de jouer les babysitters. Oncle Ben nous remit à chacun une torche électrique. « Allumez-la en entrant », nous ordonna-t-il. Puis, il ajouta en me regardant. « Gabrielle, tu ne crois pas au mauvais esprit, j'espère. » Ne sachant que répondre, je secouai la tête. « Parfait, » dit-il en souriant. « Parce qu'un de mes hommes prétend qu'en pénétrant dans ce tunnel, nous avons violé une antique loi égyptienne et ranimé une sorte de malédiction. » Sari le poussa gentiment vers l'entrée. « Nous n'avons pas peur, » affirma-t-elle. « Allons-y, papa. » Quelques secondes plus tard,
Nous franchissions une petite ouverture carrée découpée dans la pièce. Courbé en deux, je suivis mon oncle et Sari le long d'une galerie étroite qui descendait en pente douce. Oncle Ben menait la marche, projetant devant lui le halo lumineux de sa torche. Le sol était lisse et sablonneux, l'air frais et humide. Les parois des galeries sont en calcaire, nous informa mon oncle en s'arrêtant un instant pour palper le plafond bas. La température tomba soudain, me faisant frissonner. Je compris pourquoi oncle Ben avait insisté pour que nous portions un chandail. Si tu as peur, nous pouvons rebrousser chemin, dit Sari. Je n'ai pas peur, m'empressai-je de protester. Le tunnel se terminait abruptement. Un pan de mur jaune pâle se dressait devant nous. Oncle Ben braqua sa torche électrique sur un trou noir à nos pieds. « D'accord, nous allons descendre, » annonça-t-il. Il se laissa tomber à genoux en poussant un grognement et se tourna vers moi. « Il n'y a pas d'escalier qui mène à ce nouveau tunnel. Mes ouvriers ont installé une échelle de corde. Prends ton temps, descends lentement, un échelon à la fois, et tout ira bien. » Entendu, balbutiai-je. Ne regarde pas en bas, me conseilla Sari. Tu risquerais d'avoir le vertige et de tomber. Merci pour les conseils, répondis-je. Si tu permets, j'y vais le premier. J'en avais assez de ces airs supérieurs. Je passais devant elle, bien décidé à lui montrer que j'étais courageux moi aussi. Mais mon oncle m'arrêta du geste. Non, laisse-moi descendre d'abord. Ensuite, j'éclairerai l'échelle pour t'aider. Avec un autre grognement, il se glissa dans le trou en se démenant, gêné par la largeur de ses épaules. Sa tête disparut. Je me penchai pour le regarder descendre. L'échelle de corde n'était pas stable. Elle tanguait sous son poids, tandis qu'il progressait d'échelon en échelon. « Est-ce que c'est profond ?» murmurai-je. Sari ne répondit pas. À la lueur de sa torche, je vis qu'elle se mordillait la lèvre avec une expression inquiète. Elle était donc nerveuse elle aussi. Cela me remonta le moral. « Ça y est, j'y suis. À toi, Gabriel !» me cria oncle Ben d'une voix caverneuse. Je balançai mes jambes dans le trou et mes pieds se posèrent sur un échelon de corde. J'adressai un sourire à Sari. « À bientôt !» J'empoignai les montants de l'échelle, commençai à descendre. Et un cri m'échappa. Aïe !
Les montants rugueux m'avaient blessé les mains. La douleur me fit lâcher prise. Avant même de comprendre ce qui m'arrivait, je dégringolais dans le noir. Chapitre 4. Vive comme l'éclair, deux mains me rattrapèrent de justesse par les poignets. « Tiens bon !» me cria Sari. J'agrippais de nouveau les montants de l'échelle de corde et je fermais les yeux, attendant que mon cœur cesse de s'agiter comme un fou. « Ah !» réussis-je à articuler. « Je t'ai sauvé la vie !» dit Sari en toute simplicité. J'ouvris les yeux. Son visage était penché sur le mien. « Merci » murmurai-je avec gratitude. « De rien » Un petit rire de soulagement lui échappa. « Pourquoi ? N'était-ce pas moi qui lui avais sauvé la vie ? Me demandai-je, furieux. Pourquoi n'avais-je jamais l'occasion d'être le grand héros ? Que se passe-t-il, Gabriel ? Cria oncle Ben. L'écho de sa voix sonore se répercutait dans les ténèbres. Le faible halo lumineux de sa torche électrique dansait sur les parois de calcaire. Rien de grave, répondis-je. Je me suis un peu fait mal aux mains, c'est tout. Prends ton temps, me suggéra-t-il patiemment. Une marche à la fois, d'accord ? Oui. Ma respiration était redevenue normale. Je descendis sans me presser le long de l'échelle, en prenant soin de ne pas glisser, cette fois. Un instant plus tard, nous étions réunis tous les trois dans la galerie, chacun braquant sa torche devant soi. « Suivez-moi » dit oncle Ben. « Et ne vous éloignez pas. » Nos tennis crissaient sur le sol sablonneux. Je repérais l'ouverture d'une deuxième galerie sur ma droite, puis celle d'une autre encore sur ma gauche. Songez que l'air que nous respirons est enfermé ici depuis 4000 ans, observa mon oncle. Ça se sent, chuchotai-je à Sari, qui se mit à rire. Il régnait en effet dans l'atmosphère une vieille odeur de poussière, un peu
comme dans un grenier. Au bout d'un moment, la galerie parut s'élargir. Sa pente devint plus accentuée. Nous nous enfonçons davantage sous terre, reprit oncle Ben. Vous n'avez pas l'impression de dévaler une colline ? Oui, c'est vrai. Approuvai-je. Hier, j'ai exploré une des galeries latérales avec papa, Me confia Sari. Nous avons trouvé un sarcophage dans une chambre minuscule. Un beau sarcophage, en parfait état. Est-ce qu'il y avait une momie à l'intérieur ? Demandai-je, tout excité. Je mourais d'envie de voir une momie. Le musée de ma ville n'en possédait qu'une. J'avais passé ma vie à la contempler et à l'étudier. Non, il était vide, répondit Sari. J'allais lui faire part de ma déception, quand je m'aperçus que le lacet de ma chaussure gauche venait encore de me lâcher. Attends, Sari, juste une seconde, dis-je en me baissant pour le rattacher. La galerie se divisait brusquement en deux. Oncle Ben nous entraîna dans celle de gauche, un tunnel si étroit qu'il nous obligeait à courber l'échine jusqu'à ce que l'on arrive enfin dans une chambre spacieuse et haute de plafond. En émergeant, je m'étirais, les bras levés. C'était merveilleux de ne plus avoir à se ratatiner. Je regardais la vaste pièce autour de moi. Plusieurs personnes s'activaient sur la paroi du fond qu'elles étaient en train de dégager à l'aide d'outils spéciaux. Je vais la refaire. Plusieurs personnes s'activaient sur la paroi du fond qu'elles étaient en train de dégager à l'aide d'outils spéciaux. Des projecteurs puissants, reliés à un générateur, éclairaient le champ des opérations. Oncle Ben nous présenta au groupe. Il y avait 4 ouvriers, 2 hommes et 2 femmes. Un autre individu se tenait légèrement à l'écart, un carnet de croquis à la main. C'était un Égyptien, vêtu de blanc des pieds à la tête, à l'exception d'un mince foulard rouge autour du cou. Il avait des cheveux très noirs, tirés en arrière et attachés sur la nuque en queue de cheval. Il nous dévisagea, Sari et moi, mais ne s'approcha pas. Il semblait nous étudier à distance. Mon oncle lui fit un petit signe. « Ahmed, vous avez rencontré ma fille hier. Voici maintenant mon neveu, Gabriel. » Ahmed se contenta de hocher la tête sans nous adresser le moindre sourire. Ahmed est délégué par l'université, m'expliqua oncle Ben à voix basse. Il a demandé la permission d'observer nos travaux et j'ai donné mon accord. Il parle peu, mais si vous le lancez sur les vieilles malédictions égyptiennes, il devient intarissable. C'est lui qui n'arrête pas de me répéter que nous courons un danger mortel. Ahmed hocha de nouveau la tête et ne fit pas de commentaire. Il me regarda avec insistance, un bon moment. Bizarre ce type, pensai-je. Je me demandais s'il accepterait de me raconter des histoires de malédiction et de mauvais esprits. J'étais sûr d'aimer ça. Oncle Ben se tourna vers ses ouvriers.
Alors, ça avance ? Interrogea-t-il. Je crois que nous sommes près du but, répondit un jeune rouquin qui portait un jean délavé et une chemisette bleue. Fit oncle Ben en se passant la main dans les cheveux. Et si nous nous trompions ? La galerie que nous cherchons pourrait très bien se trouver de ce côté-là. Il montrait la paroi à droite. Non, Ben, je suis certaine que nous brûlons, intervint une jeune femme au visage maculé de poussière. En attendant, j'ai quelque chose à vous montrer. Elle l'emmena voir un grand monceau de pierres et autres débris. Il promena la lueur de sa torche sur ces vestiges, puis se pencha pour l'examiner de plus près. Très intéressant, Claire. Ils entamèrent une longue discussion. Au bout d'un moment, 3 autres ouvriers entrèrent dans la chambre, armés de pelles et de pioches. L'un d'eux transportait une petite mallette de métal contenant une espèce d'appareil électronique. Cela ressemblait à un ordinateur portable. J'aurais voulu demander à oncle Ben ce que c'était, mais il continuait de discuter passionnément dans son coin avec la dénommée Claire. Je rejoignis Sari, près de l'entrée de la chambre. Elle avait l'air de bouder. Il nous a oubliés, marmonna-t-elle. J'acquiesçais d'un hochement de tête, tout en baladant le faisceau de ma lampe sur le plafond craquelé. Sari poussa un soupir. C'est toujours pareil. Dès qu'il retrouve ses ouvriers, il ne pense plus qu'à son travail. N'empêche que nous sommes à l'intérieur d'une pyramide, dis-je, pour lui changer les idées. C'est incroyable, non ? Son visage s'éclaira. Du bout de sa chaussure, elle souleva un petit nuage de poussière. Ouais, regarde, de la poussière antique. Je m'empressais de l'imiter. Je me demande qui a posé le pied à cet endroit pour la dernière fois, il y a 4000 ans. Murmurai-je d'un ton rêveur. Peut-être une prêtresse égyptienne. Peut-être le pharaon en personne. Si nous faisions un peu d'exploration, me proposa tout à coup Sari. Hein ? Ses yeux brillaient. Une étrange expression se lisait sur son visage. Allez, Gaga, suis-moi. On va s'aventurer dans une de ces galeries. Ne m'appelle pas Gaga, protestai-je. Tu sais bien que je déteste ça. Désolé, s'excusa-t-elle avec un gloussement. Tu viens ? On ne peut pas. Ton père a dit que nous ne devions pas nous éloigner. Je risquai un coup d'œil du côté d'oncle Ben. Il échangeait des propos animés avec le type à la mallette. Il va être occupé pendant des heures, dit Sari, en suivant mon regard. Il ne remarquera même pas notre absence. Mais Sari, d'ailleurs, tu vois bien qu'il ne veut pas nous avoir dans les pattes. Elle me prit par les épaules et poussa, m'obligeant à reculer vers l'entrée de la chambre. Sari, j'ai déjà fait ça hier, poursuivit-elle sans cesser de me pousser. On n'ira pas loin, tu ne risques pas de te perdre. Toutes les galeries rejoignent celle qui débouche ici. Oncle Ben était à présent à genoux, discutant avec un ouvrier qui donnait de légers coups de pioche à la base de la paroi. « Sari, nous n'avons pas la permission, dis-je. Lâche-moi !» C'est alors qu'elle me lança ce que je redoutais, ce qu'elle me lance toujours
quand elle veut arriver à ses fins. T'as la trouille? Mais non, ton père a dit... Il a la trouille, Chantonna-t-elle. la trouille, la trouille. C'était décidément odieux. Je m'efforçais de prendre mon air le plus menaçant. Arrête, Sari. Dis-moi, Gaga, aurais-tu la trouille? Répéta-t-elle avec un sourire triomphant. Hein, Gaga? Tu vas arrêter de m'appeler comme ça? M'étranglai-je. Elle se contenta de me regarder. Je finis par capituler avec une grimace écœurée. Bon, d'accord. Allons faire ton exploration. Avais-je le choix? J'ajoutais cependant. Sans trop nous éloigner. Ne t'inquiète pas, on ne va pas se perdre. Je veux seulement te montrer quelques galeries que j'ai visitées hier. Dans l'une d'elles, il y a un drôle d'animal gravé sur la paroi. On dirait une espèce de chat, mais je n'en suis pas sûr. Vraiment? M'écriai-je, aussitôt captivé. J'ai déjà vu des photos de gravures murales égyptiennes. C'est peut-être un chat, m'interrompit Sari. Ou peut-être une personne à tête d'animal. En tout cas, c'est bizarre. Où est-ce que t'as vu ça? Suis-moi. Je lui emboîtai le pas, tandis qu'elle se glissait dans l'étroite galerie. En parvenant à l'endroit où celle-ci se scindait en deux, Sari prit le couloir de droite. Tu es sûr que tu sauras retrouver le chemin? Demandai-je. Aucun problème. Continue d'éclairer le sol devant toi. Un peu plus loin, il y a une petite chambre assez chouette. Arrivé à un nouveau branchement, Sari s'engagea dans le couloir de gauche. Il y faisait un peu plus chaud. L'air dégageait toujours cette drôle d'odeur de moisi. Le couloir s'élargit. Sari se mit à marcher de plus en plus vite. « Hé, attends-moi !» criai-je. Je découvris que mon lacet s'était encore défait. Avec un grognement excédé, je me baissai pour l'attacher. « Hé, Sari, attends !» Elle ne semblait pas m'entendre. Je voyais le halo de sa lampe danser au loin. Soudain, le halo disparut. Sa lampe s'était-elle éteinte? Non, me dis-je. C'est probablement un tournant de la galerie qui m'empêche de la voir. « Hé, Sari, attends-moi! Attends !» Mes yeux s'efforçaient de percer les ténèbres. Pourquoi ne répondait-elle pas? Chapitre 5. Sari! J'appelais encore et encore, écoutant l'écho de ma voix se répercuter le long de la galerie.
et s'évanouir dans le silence. Cela me mit en colère. Je me doutais de ce que Sari manigançait. Elle faisait exprès de ne pas répondre. Elle voulait prouver qu'elle n'avait peur de rien, alors que je m'affolais dès qu'on me laissait seul dans le noir. Je me rappelle soudain une époque lointaine, où Sari et oncle Ben étaient venus séjourner chez nous quelques années plus tôt. Nous devions avoir 7 ou 8 ans, Sari et moi. Nous étions en train de nous amuser dans le jardin. Il faisait gris, un orage menaçait d'éclater. Sari étreignait une corde à sauter toute neuve. Elle se donnait en spectacle comme toujours, bondissant de plus en plus haut pour montrer à quel point elle était agile. Et quand ce fut mon tour, bien sûr, je trébuchais et je m'étalais de tout mon long, tandis qu'elle riait comme une folle. Je résolus de me venger en l'emmenant visiter la vieille maison abandonnée sur la colline, en haut de notre rue. Tous les gamins du voisinage prétendaient qu'elle était hantée. Nous adorions quand même jouer dedans, malgré l'interdiction de nos parents qui nous répétaient qu'elle tombait en ruine et que nous risquions un accident. Je conduisis donc Sari devant la maison et lui racontais qu'elle était hantée. Je l'entraînais à l'intérieur par une fenêtre brisée du rez-de-chaussée. Dehors, le ciel devint tout noir et la pluie se mit à tomber à verse. L'ambiance parfaite pour vous donner la chair de poule. Au visage tendu de Sari, je vis qu'elle n'était pas très rassurée. Moi, je n'avais pas peur, parce que je connaissais bien les lieux. Je m'amusais à fureter dans tous les coins, mais au bout d'un moment, je m'aperçus que nous étions séparés. Le tonnerre grondait, des éclairs fendaient le ciel, la pluie dégoulinait sur les planchers. Je décidai qu'il valait mieux rentrer chez nous, et j'appelai Sari. Pas de réponse. J'appelais encore, toujours rien. C'est alors que j'entendis un craquement assourdissant. Je courus de pièce en pièce sans cesser de crier son nom. Je tremblais de peur. J'avais la certitude qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible. Impossible de la trouver. Je me mis à pleurer. L'angoisse m'aveugla. Je m'enfuis de la maison sous la pluie battante. Je galopais sous le fracas du tonnerre et des éclairs. Je pleurais tout le long du chemin. En arrivant chez moi, j'étais trempé des pieds à la tête. Je me ruais dans la cuisine pour avouer entre deux sanglots que j'avais perdu Sari dans la maison hantée. Et elle était là, assise à la table de la cuisine, bien au sec, en train de manger une grosse tranche de gâteau au chocolat, avec un sourire satisfait. Alors, maintenant, tout en scrutant désespérément les ténèbres au fond de la pyramide, je me disais que Sari me jouait le même genre de tour. Elle voulait m'effrayer, me tourner en ridicule. Mais était-ce vraiment le cas ? Au fur et à mesure que je progressais dans la galerie, les yeux fixés sur le halo de ma lampe, ma colère se transforma en inquiétude et le doute s'installa dans mon esprit. Avait-elle eu un accident
Était-elle tombée dans un trou sans fond? Peut-être m'appelait-elle au secours, quelque part. Affolé, je hâtais le pas. Elle ne devait pas être bien loin de moi. J'allais certainement apercevoir la lueur de sa lampe. Nous étions restés dans la même galerie depuis le début, et il n'y avait aucun endroit où se cacher le long de la paroi. J'atteignis soudain le bout de la galerie, qui débouchait sur une petite chambre carrée. Impossible d'aller plus loin. Je promenais ma lampe autour de moi. « Sari !» Toujours aucun signe de sa présence. Les murs de la chambre étaient nus. Oh ! Ce cri m'échappa lorsque j'aperçus un objet rangé le long de la paroi qui me faisait face. Fasciné, je m'en approchai. C'était un sarcophage. Un grand sarcophage de pierre, d'au moins 2 mètres de long, rectangulaire, avec des coins arrondis. Le couvercle s'ornait d'un visage sculpté, un visage de femme dont les yeux grands ouverts regardaient le plafond. Un masque mortuaire. « Waouh !» m'écriai-je. « Un vrai sarcophage !» Le visage sculpté sur le couvercle avait dû être peint de couleurs vives en son temps. Mais leur altération au fil des siècles lui donnait à présent un aspect grisâtre. Je me demandais si oncle Ben connaissait l'existence de ce sarcophage, ou si je venais de faire une découverte. Et que pouvait-il y avoir à l'intérieur ? Rassemblant mon courage, j'avançai la main pour caresser la pierre lisse du couvercle, quand un sinistre craquement arrêta mon geste. Je vis le couvercle se soulever doucement. Je crus d'abord être le jouet de mon imagination. Sans bouger un muscle, je concentrai mon attention sur le sarcophage. Le couvercle se souleva un peu plus. « Ah !» m'écriai-je. J'entendis une espèce de chointement, comme quand un ballon crevé se dégonfle. Je bondis en arrière, ma lampe m'échappa. Je la ramassai d'une main tremblante et la dirigeai de nouveau sur le sarcophage. Le couvercle continuait de s'ouvrir lentement. J'aurais voulu m'enfuir en hurlant, mais la peur me bloquait. Mes jambes ne m'obéissaient plus. J'étais incapable d'émettre un son. Le couvercle s'ouvrit tout à fait. Du fond ténébreux du cercueil antique, 2 yeux luisants me regardaient. Chapitre 6. La terreur me cloua sur place. Un frisson me parcourut le dos.
Les yeux qui me dévisageaient étaient froids, démoniaques. Des yeux d'outre-tombe. Avant même de m'en rendre compte, je me mis à hurler. Comme dans un cauchemar, je vis une sombre silhouette émerger lentement du sarcophage et mettre pied à terre. Sari. Elle avait un grand sourire aux lèvres, une lueur moqueuse dans le regard. Sari, ce n'est pas drôle, braillai-je d'une voix suraiguë qui sembla rebondir sur les parois de la chambre. Mais, à présent, elle riait tellement fort qu'elle ne pouvait pas m'entendre. Fou de colère, je cherchais autour de moi quelque chose à lui lancer à la tête, et ne trouvais rien, pas même un galet. Je dus me contenter de la regarder d'un air féroce, la poitrine encore soulevée de frayeur. Je l'aurais volontiers assommée. Elle m'avait tourné en ridicule, elle m'avait fait hurler de peur comme un bébé. Si tu voyais ta tête, s'exclama-t-elle quand elle eut fini de rire. Dommage que je n'ai pas mon appareil photo. J'étais trop furieux pour répondre. Je ne pus que grogner. J'avais sorti la petite main de momie de la poche de mon jean et je la triturais machinalement, comme toujours quand je suis contrarié. En général, ça m'aide à me calmer. Je t'ai dit que j'avais trouvé un sarcophage vide hier, me rappela Sari en repoussant les cheveux qui lui retombaient sur le visage. Tu te n'en souvenais donc pas ? Je grognais de nouveau. Je me faisais l'effet d'un parfait imbécile. Je m'étais laissé prendre 2 fois de suite à une stupide histoire de momie. Je me jurais silencieusement de rendre à Sari la monnaie de sa pièce, à n'importe quel prix. Soudain, j'entendis un bruit de pas provenant de la galerie. L'expression de Sari changea. Elle avait entendu aussi. Quelques secondes plus tard, oncle Ben fit irruption dans la petite chambre. Même dans la pénombre, sa mauvaise humeur me sauta tout de suite aux yeux. « Je croyais qu'on pouvait vous faire confiance !» tonna-t-il. « Papa !» commença Sari. « Je vous avais demandé de ne pas vous éloigner sans me prévenir !» interrompit-il vivement. « Vous ne savez donc pas que vous risquez de vous perdre ? Vous perdre pour toujours ?»« Papa !» répéta Sari. « Je voulais seulement montrer à Gabriel cette chambre que j'ai découverte hier. On allait revenir, je t'assure !» Mais il ignora cette explication. « Il y a des centaines de galeries, » poursuivit-il. « Beaucoup n'ont jamais été explorées. Personne n'a encore mis les pieds dans cette partie de la pyramide avant nous. Ce que vous venez de faire est très dangereux. Je vous interdis de vous balader comme ça. Et mon inquiétude, quand je me suis aperçu que vous n'étiez plus là, vous y avez pensé ? » Tout penaud, nous ne savions quoi répondre. « Filons maintenant !» dit oncle Ben en entraînant Sari vers la sortie. « Votre visite de la pyramide est finie pour aujourd'hui. » Je l'ai suivi dans la galerie. Je me sentais vraiment démoralisé. Non content de m'être laissé prendre à la stupide plaisanterie de cette chipie,
J'avais provoqué la colère de mon oncle préféré. Sari ne m'attire que des ennuis, pensais-je amèrement. Depuis que nous sommes tout petits. Nous retournâmes à l'hôtel du Caire pour y passer la nuit. Je battis Sari 2 fois de suite au Scrabble, mais cela ne me remonta pas le moral. Elle se plaignait tout le temps qu'elle n'avait que des voyelles et que ce n'était pas juste. En fin de compte, je rangeai mon Scrabble et me mis à regarder la télé sans comprendre ce qui s'y passait. Cela me fit bientôt tomber de sommeil. Le lendemain matin, on nous monta le petit déjeuner dans la chambre. J'avais commandé des toasts grillés, mais ils étaient mous et insipides. Et la première bouchée me resta en travers de la gorge. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Demanda Sari à oncle Ben, qui s'étirait et bâillait après avoir bu sa 2e tasse de café. J'ai rendez-vous au musée du Caire, répondit-il en jetant un coup d'œil sur sa montre. C'est à 2 pas d'ici. Vous pourriez peut-être m'accompagner et vous promener dans le musée en m'attendant. Puis, il ajouta: le musée possède une belle collection de momies. Gabriel, tu aimeras ça. À moins qu'elles ne sortent de leur sarcophage, observa Sari. Désopilant. Je lui tirai la langue. Elle me lança sa boîte de cornflakes que je rattrapai au vol. Quand est-ce que mes parents vont rentrer ? Demandai-je à oncle Ben. Je venais soudain de me rendre compte qu'il me manquait. Mon oncle ouvrit la bouche pour me répondre, mais le téléphone sonna et il alla prendre la communication. Par la porte de la chambre, je vis son visage se charger d'inquiétude au fur et à mesure qu'il écoutait son interlocuteur. « Changement de programme », nous annonça-t-il après avoir reposé le combiné. « Que se passe-t-il, papa ?» s'étonna Sari. « C'est curieux », réponda-t-il en se grattant la tête. 2 de mes ouvriers ont eu un malaise cette nuit. Ils sont atteints d'une mystérieuse maladie. On a dû les conduire à l'hôpital du Caire. L'air préoccupé, il rassembla hâtivement quelques affaires et récupéra son cartable. « Il faut que j'aille les voir tout de suite », expliqua-t-il. « Et nous, papa, qu'est-ce qu'on devient ?» interrogea Sari en me regardant. « Je ne serai absent qu'1 heure au plus », lui répondit-il. « Attendez-moi ici, d'accord ?» « Dans la chambre ?»
s'écria Sari, comme s'il s'agissait d'une horrible punition. Bon, vous pouvez descendre à la réception, si vous voulez. Mais ne quittez pas l'hôtel. Il enfila une saharienne, vérifia le contenu de son cartable et quitta les lieux. Nous nous retrouvions seuls et ne savions pas trop que faire. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demandai-je au bout d'un moment. « D'ici quelques minutes, il va faire une chaleur éprouvante dans cette chambre. Alors, il faut sortir, » décida Sari en se levant. « Tu veux dire descendre à la réception ? » ?»« Non, je veux dire sortir dehors. » Elle se dirigea vers le miroir du salon et se mit à brosser ses longs cheveux noirs. « Mais oncle Ben nous a... » commençai-je. « Nous n'irons pas loin, » m'interrompit-elle. « Si tu as peur, bien sûr, tu peux rester. » Je lui fis une grimace dans le dos. Je ne pense pas qu'elle s'en aperçut. Elle était trop occupée à s'admirer dans la glace. « D'accord, » lui dis-je. « On pourrait aller au musée. D'après ton père, c'est juste à côté. » J'avais décidé de ne plus être celui qui geint et qui proteste. À partir de maintenant, je lui montrerai que j'avais de la témérité à revendre, moi aussi. « Le musée ? Si tu veux, » fit-elle en se retournant pour me regarder. « Après tout, nous avons 12 ans. Nous ne sommes plus des bébés. Nous pouvons aller où bon nous semble. C'est sûr, » affirmai-je. « Je vais laisser un mot à oncle Ben pour le rassurer, au cas où il rentrerait avant nous. » Je saisis un bout de papier et un crayon sur le bureau. « Si tu as peur, Gaga, nous pouvons nous contenter de faire le tour du pâté de maison, » reprit-elle d'une voix moqueuse. Elle me dévisageait, attendant ma réaction. « Ne dis pas de bêtises, » répliquai-je. « Nous allons au musée. Sauf si c'est toi qui as peur. Ne dis pas de bêtises, » minauda-t-elle en s'efforçant de m'imiter. « Et ne m'appelle pas Gaga, » ajoutai-je. « Gaga, 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 » répéta-t-elle, juste pour m'ennuyer. Je laissai un message bien en évidence. Et quelques instants plus tard, dans le hall de l'hôtel, je demandai à la jeune réceptionniste le chemin du musée. Il fallait tourner à droite en sortant et continuer de marcher pendant 300 mètres environ. Nous ne pouvions pas le manquer. En émergeant sous le soleil, Sari parut hésiter. « Tu te sens vraiment le courage d'y aller ? » ?»« Et comment ? » répondis-je. « De toute façon, nous ne risquons rien. Que pourrait-il nous arriver ? » Chapitre 7.
En avant, dis-je. C'est par là. Il fait chaud comme dans un four, se plaignit Sari. La rue grouillait de monde, et le vacarme des klaxons était assourdissant. Ici, les chauffeurs appuient sur leur klaxon dès qu'ils démarrent, et ils ne le lâchent qu'une fois arrivés à destination. Il fallut se frayer un chemin parmi la foule qui se bousculait sur le trottoir. Une foule composée de toutes sortes de gens. Il y avait des hommes d'affaires en complet veston côtoyant des individus coiffés d'une chéchia rouge qui semblaient vêtus de pyjamas flottants. Il y avait des femmes élégantes, arborant des tenues de couleurs vives à la dernière mode, des jeunes filles en jean, des femmes au visage voilé dissimulées dans de longues robes noires. « Ça nous change drôlement de la France !» criai-je à Sari, par-dessus le bruit de la circulation. J'étais si fasciné par le spectacle environnant que j'en oubliais le but de notre promenade. Je découvris bientôt avec étonnement que nous nous trouvions au pied de l'escalier du musée, une grande structure de pierre qui dominait la rue de toute sa hauteur. Suivi de Sari, je grimpais les marches et poussais la porte tournante. « Quel silence !» chuchotai-je, impressionné. Le brouhaha de la rue avait cédé la place à un calme feutré. Nous étions au centre d'un hall immense, flanqué de part et d'autre par un grand escalier de marbre. 2 colonnes blanches encadraient une large porte donnant sur l'arrière du musée. Sur notre droite, une vaste fresque offrait une vue aérienne des pyramides et du Nil. Après avoir admiré cette fresque un moment, je décidai de demander à la jeune femme du bureau des renseignements où se trouvait la salle des momies. Avec un sourire charmant, elle nous indiqua l'escalier à droite. Nos tennis faisaient un drôle de bruit sur le marbre luisant. L'escalier n'en finissait pas. « J'ai l'impression d'escalader une montagne », haletai-je à mi-chemin. « Le premier qui arrive en haut », me lança Sari en souriant. Elle démarra sans me laisser le temps de répondre et, bien sûr, me battit de 10 bonnes marches. Je m'attendais à ce qu'elle me traite de limace ou quelque chose de ce genre. Mais la curiosité l'empêcha de me prêter attention. Devant nous, une salle sombre et haute de plafond semblait s'étendre à l'infini. Dans l'entrée se trouvait une vitrine de verre contenant une maquette de bois et d'argile. Je m'en approchai pour l'examiner. Elle montrait des centaines d'ouvriers en miniature qui traînaient de gros blocs de pierre sur le sable en direction d'une pyramide partiellement construite. Plus loin dans la salle, on pouvait distinguer des statues gigantesques, des sarcophages, des vitrines de poterie et de verrerie, une multitude d'objets d'art et autres vestiges. « Cet endroit est génial !» m'exclamai-je joyeusement. « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Sari, en pointant le doigt vers une statue colossale contre un mur. « Une espèce de chien géant ?» La créature avait une tête de chien féroce sur un corps de lion. Elle regardait droit devant elle, prête à bondir sur tout intrus de passage. « Ils installaient ce genre de statue devant les tombes, »
dis-je, pour les protéger des pilleurs. Comme des chiens de garde, opina Sari. Hé, il y a une momie dans ce sarcophage, m'écriai-je en me penchant sur un ancien cercueil de pierre. Regarde. Ouais, c'est bien une momie, fit Sari, blasée. Et après? Elle avait dû en voir beaucoup plus que moi. Pour ma part, j'étais fasciné par ce corps décharné, enserré dans son cocon de bandelettes jaunâtres, les mains croisées sur la poitrine, chaque doigt soigneusement enveloppé, lui aussi. Tu sais comment ils fabriquaient les momies ? repris-je en passant de l'autre côté du sarcophage. La première étape consistait à enlever le cerveau du mort. Burke, arrête, fit-elle avec une grimace de dégoût. Tu ne savais pas ça ? m'étonnai-je, ravi d'avoir quelque chose de vraiment répugnant à lui apprendre. Je ne veux pas le savoir, dit-elle en levant la main, comme pour m'empêcher de parler. Mais c'est intéressant, insistai-je. Donc, il fallait commencer par enlever le cerveau. Pour ça, ils avaient un outil spécial, une espèce de long crochet. Ils le poussaient dans le nez du cadavre, jusque sous le crâne, et là, ils l'agitaient d'avant en arrière, encore, et le cerveau devenait de la bouillie. Ça suffit, protesta-t-elle, en se bouchant les oreilles. Ensuite, ils retiraient cette bouillie par le nez, petit à petit, à l'aide d'une cuillère. Ou alors, ils arrachaient un œil au mort, et ils retiraient la bouillie par le trou de l'orbite. « Gabriel, je t'en prie !» supplia Sari. Elle avait le teint vert et paraissait sur le point de vomir. Moi, j'étais aux anges. Je venais enfin de découvrir un de ses points faibles. Stupéfiant, pensais-je. Il ne faudra pas oublier cette technique. Tout ça est vrai, je t'assure, dis-je en maîtrisant à grand-peine mon envie de rire. Oh, ferme-la, marmonna-t-elle d'une voix éteinte. Parfois, bien sûr, pour aller plus vite, il sciait le crâne en deux. Après avoir ôté le cerveau, il remettait les deux moitiés ensemble et je suppose qu'il les faisait tenir avec des bandelettes. J'observais ses réactions, tout en parlant. Elle semblait de plus en plus mal à l'aise, respirait avec difficulté. Aurait-elle la bonne idée de vomir ? Si cela se produisait, j'étais vengé à jamais. Ton père ne t'a jamais expliqué ça ? demandai-je. Elle secoua la tête. Non. Il sait que je n'aime pas. Et tu sais ce qu'il faisait des boyaux ? L'interrompis-je en savourant son expression effarée. Il les mettait dans des jarres et... Je m'aperçus soudain que ce n'était pas moi qu'elle regardait ainsi, mais quelque chose par-dessus mon épaule. Je me retournai et je découvrais la raison de sa surprise. Un homme venait de pénétrer dans la salle. Il se tenait devant la première vitrine, à quelques pas de nous. Je le reconnus aussitôt. C'était Ahmed, l'étrange et silencieux Égyptien à la queue de cheval qui nous avait accueillis de façon si peu aimable dans la pyramide. Il portait les mêmes amples vêtements de coton blanc et le même petit bandana rouge autour du cou. Et son expression était toujours aussi inamicale.
pour ne pas dire coléreuse. Il nous regarda tour à tour, puis fit un pas en avant. « Gabriel !» me souffla Sari. « J'ai l'impression que c'est à nous qu'il en veut. » Sa main se crispa sur mon bras. « Fichons le camp !» ajouta-t-elle. J'hésitais. Ne valait-il pas mieux commencer par le saluer ? Mais quelque chose dans l'expression déterminée d'Ahmed me persuada du contraire. Tournant les talons, j'entraînai Sari à toute allure. Par-dessus mon épaule, je vis qu'Ahmed nous suivait. Il nous lança d'une voix menaçante quelque chose que je ne compris pas. « Courons !» s'exclama Sari. J'obéis et contournai d'abord une énorme vitrine qui contenait 3 sarcophages. Je fis des zigzags entre les sculptures et les étagères garnies de vieilles poteries. Derrière nous, on entendait Ahmed crier rageusement. « Revenez ! Revenez !» Le claquement de ses semelles sur le marbre poli résonnait dans l'immense salle vide. « Il va nous rattraper !» dis-je à Sari, qui me devançait de quelques pas. « Il doit bien avoir une sortie !» me répondit-elle, hors d'haleine. Mais je savais déjà qu'elle se trompait. Nous avions presque atteint le fond de la salle. Encore une statue et un gigantesque sphinx. Et cul-de-sac. Pas de porte, pas d'issue. Devant nous se dressait un solide mur de granit. Je me retournai, imité par Sari. Ahmed arrivait sur nous, une lueur de triomphe dans les yeux. Nous étions coincés.